35 secondes où je vais vous parler avant que la vidéo ne commence de Tubonia. Comme ça, si tu t'en fiches, tu peux scroll. Tubonia, c'est une super bande dessinée créée par Absol Video en tant que Schoolaboy, Sir Gibbsy est le dessinateur, sur l'univers de YouTube, mais dans un univers médiéval. Cette année, le numéro 2 sort avec la flamme d'algorithme, où des youtubeurs vont s'affronter entre eux, et oui, je suis un petit peu dans la BD aussi. Et comme le premier tome, le seul moyen d'obtenir cette bande dessinée, c'est via le lien qu'il y a en ligne sur un crowdfunding qui avait explosé les compteurs l'année dernière. Il ne reste plus que quelques jours pour le commander, regardez tout ça directement, et moi je vous embrasse parce que j'ai un combat à mener pour la flamme d'algorithme. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Allô Fabien 2424 7 sur 7, j'écoute. Alors le concept de cette vidéo, c'est un concept qui a déjà été fait sur YouTube, genre vous m'envoyez des questions et j'y réponds, mais pas des questions sur moi, des questions sur vous. Alors la question sur vous, c'est pas quelle taille je fais, parce que ça je peux pas le savoir, mais genre j'ai un problème, ceci, cela Fabien, est-ce que tu as une solution? Je dis pas que j'ai des solutions pour tout, par contre j'ai des avis pour pas mal de choses, ça c'est le principe d'être youtubeur, on a un avis à peu près sur tous les trucs qu'on nous a pas demandé. Mais peut-être je peux avoir des conseils à donner ou pas. Et auquel cas, je dirais dans ce cas, non, je n'ai pas de conseils à donner. Comment j'ai fait pour avoir vos questions? J'ai fait un message sur cet Instagram-ci. Voilà, cet Instagram où 250 000 d'entre vous sont déjà présents. Et vous m'avez envoyé les questions et on en a sélectionné une quinzaine. Est-ce que je ferai les 15? Je ne sais pas. C'est un suspense insoutenable, mais il y a déjà une question qui sera traitée, c'est celle que vous avez vue sur la vignette. Mais Loïc, pourquoi je n'ai pas un vieux téléphone à l'ancienne pour décrocher et on fasse la question? Ce serait trop bien ça. Ou alors, je lis les questions sur l'écran. Ah, tu décides. Bah, oups, attends, 1, 2, 3, bras de fer chinois sur l'écran. Ok, ça marche. Par contre, pour garantir l'anonymat des personnes qui m'ont posé des questions, parce que comme c'est des questions personnelles, j'ai pas du tout envie que ça les affiche ou qu'ils se prennent des commentaires sur eux directement. Donc, on va le faire de manière anonyme. Pour avoir une voix neutre, ce sera donc la voix de Loïc. Loïc, c'est parti, générique! Allô Fabien, 24 sur 7, j'écoute. Question numéro 1, Loïc, est-ce que tu es prêt? Oui. Ok, bah vas-y, je suis chaud. Mes partiels arrivent dans une semaine. Zéro motivation pour réviser. Que faire? Ça, c'est une vraie question qui est revenue beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions sur la motivation. Moi, j'ai une solution pour toi. Et aussi pour les autres personnes qui se posent la question. La solution, c'est peut-être d'écrire une lettre à son soi du futur. Est-ce que c'est très clair? Mais imagine si tu écris une lettre à ton toi du futur et tu te dis « Cher Fabien, nous sommes 15 jours avant les partiels et pour l'instant, tu ne commences pas à réviser. Si jamais tu n'as pas les partiels, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Car au moment où j'écris cette lettre, tu n'as pas assuré parce que tu n'as pas su trouver la motivation, parce que tu procrastinais, etc. Alors qu'au moment où tu liras cette lettre, eh bien ce temps-là sera du passé. Et tu vas regretter de ne pas avoir pris ce temps-là, parce que ce temps-là, quoi qu'il arrive, a coulé, s'est écoulé. Il est passé ce temps, tu vois, inexorablement. Donc peut-être s'écrire une lettre, ça peut déclencher un truc, mais en fait, c'est que des petits changements de comme ça dans le cerveau. Après, le truc aussi, c'est souvent le problème de la méthodologie. Si tu n'as pas de méthodologie, tu dis, putain, je dois réviser, mais tu ne sais pas par quoi commencer. Donc ça peut valoir le coup de se prendre juste une seule journée pour se faire un petit plan de révision. Voilà, j'ai tout ça à réviser. Bon, déjà, je vais faire peut-être l'impasse là-dessus ou là-dessus parce que je me prends trop tard. Et puis ça, je vais le réviser demain, mais plutôt dans tel ordre. Là, je vais prendre tel temps de telle heure à telle heure et tel temps de telle heure à telle heure. Offrez-vous aussi des moments de gratification pour vous récompenser de ce que vous faites. Mais planifiez un petit peu ce que vous avez à faire, ça aide. En fait, c'est le découpage des choses. Réviser ses partiels, ça ne veut rien dire. C'est une montagne. Mais si tu te dis, tiens, demain, de 10h à midi, je vais réviser tel chapitre de tel truc, et puis après de 14h à 16h, je vais réviser tel chapitre de tel truc, tu découpes et c'est beaucoup plus simple à suivre. Et donc peut-être ça te donnera pas la motivation ultime, mais ça t'aidera. Réponse trop longue. Question 2. Je n'arrive pas à faire des lettres de motivation intéressantes. Tu aurais des conseils? Le premier conseil, c'est il faut l'écrire à la main et il faut vraiment que ce soit soigné parce que sinon c'est... Moi j'en reçois, hein, c'est pour ça que je dis ça, c'est vraiment pas agréable, on n'a pas envie d'aller au bout, on n'a pas envie d'aller au bout, c'est ça qu'est-ce que je voulais dire. Et surtout pas de faute de français, genre c'est ça qu'est-ce que je voulais dire, ça c'est extrêmement désagréable aussi. Ensuite il faut pas que ce soit une lettre générique. Pourquoi? Parce que si c'est la même lettre à tout le monde, vraiment je vous le dis, quand j'en reçois, ça se ressent et on a l'impression que la personne elle connaît même pas la société et ce qu'on fait dans cette boîte-là, donc pas tellement d'intérêt. Donc, lettre de motivation, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça va accompagner le CV pour donner la motivation que la personne a à travailler dans cette société et pas forcément ailleurs. Donc, dedans, ça doit représenter votre intérêt pour la société vis-à-vis de vous. Donc, pourquoi vous avez envie d'aller là. Ensuite,
ça doit donner le sentiment de l'apport potentiel que vous pouvez apporter. Donc pourquoi cette société a intérêt à m'engager moi? Parce que je peux apporter ci, ça, ça ou ça. Et si vous pensez que vous ne pourrez rien apporter, vous avez tort, vous allez forcément apporter quelque chose, du renouveau, des nouvelles idées. Si vous avez un manque cruel d'expérience, eh bien, vous allez pouvoir dire je vais pouvoir me former à vos méthodes à vous. Et donc c'est toujours un avantage quand quelqu'un est formé par nos méthodes à nous directement, parce qu'il n'y a pas de déconstruction à faire. Donc il y a toujours un intérêt. Donc d'abord vous vis-à-vis de la société vis-à-vis de vous, et puis ensuite vous pouvez terminer par des choses un petit peu plus personnelles, pas forcément les qualités, les défauts, pas ce genre de trucs. En fait, faut vraiment que ce soit sincère. Meilleur conseil, tiens voilà, meilleur conseil Loïc. Être sincère. La sincérité. Question numéro 3. Comment fait-on pour ne plus être aussi jalouse et arrêter d'être trop possessive de son homme? La jalousie, tu sais, je vais t'expliquer ce que c'est. Je vais prendre un truc des Toltecs qui avait bien marché pour moi comme image. C'est un petit peu comme si tu avais une fiole de poison, que tu la buvais toi-même, et que tu espérais que ça fasse mal à l'autre. Mais en fait, c'est à toi que ça fait mal. C'est-à-dire que la jalousie, c'est un sentiment qui te blessera encore plus que l'autre et qui te nuit beaucoup quand ça coule dans tes veines. Il faut savoir pourquoi tu es jalouse ou jaloux. Déjà, la jalousie, en général, ça vient d'une expérience passée, d'une trahison. Et donc, il va falloir déconstruire ça pour comprendre que cette personne n'est pas les personnes du passé ou les personnes du futur. Ça peut être aussi parfois, dans quelques cas, parce que toi-même tu n'es pas fiable ou tu n'as pas été fiable une fois dans le passé et du coup tu élargis en te disant potentiellement ça veut dire que c'est possible et donc il va falloir apprendre à te pardonner. C'est vraiment la priorité de ton couple de faire baisser cette jalousie. C'est ça et rien d'autre, parce que moi j'ai déjà vécu une relation avec quelqu'un qui était très jalouse. Ça ne peut que ternir l'amour et ça ne peut que aboutir à quelque chose de catastrophique. Donc ça doit être la priorité, peut-être le faire étape par étape pour reprendre des libertés, etc. Laisser sortir la personne sans soi ou des choses comme ça. Et il faut que la personne le comprenne aussi et comprenne ta démarche pour pouvoir t'accompagner là-dedans. Mais effectivement, c'est pas le plus simple. Il faut trouver la source de cette jalousie pour pouvoir après lutter contre ça. Et n'hésite pas à en parler à des personnes, même à des professionnels, parce que quand la jalousie est trop excessive et dite maladive, il faut se faire accompagner par des professionnels. Question numéro 4. J'aime manger du plastique, mais pas mes proches. Que puis-je faire, maître Fabien? Écoute, que tu manges du plastique, c'est une chose, mais personne ne t'oblige à manger tes proches. Donc ça, c'était bien. Peut-être le sens, c'est ça, il veut pas manger ses proches. Ou alors, peut-être ses proches, ils veulent pas manger du plastique. Quoi qu'il arrive, c'est une excellente chose. Continue à prêcher la bonne parole de manger du plastique, car ça réduit le plastique sur cette terre. Les premiers degrés, ne prenez vraiment pas cette phrase au pied de la lettre, hein. C'était juste une bêtise, ça m'a beaucoup fait rire. Et je me suis dit que, dans le doute, si le mec est premier degré, vraiment arrête de manger du plastique. C'est pas très très bon pour ton organisme et pour n'importe quel organisme vivant sur Terre. Et arrêtez de produire du plastique. Merci. Question numéro 5. Comment devenir une comédienne connue? Qui s'enchaînerait très bien avec la question 6. Comment je fais pour être connue avec zéro talent? Et ça, c'est vraiment deux questions qui ont du sens, c'est-à-dire que connu serait donc une fin en soi. Donc connu serait un but à atteindre. Limite, connu serait un métier. En fait, connu, c'est pas du tout un métier. Demandez à des personnes connues qui n'ont plus d'argent aujourd'hui si ça les fait vivre. Je me souviens de Lio qui à une époque, elle disait personne ne m'a jamais donné 1 euro dans la rue parce qu'il me reconnaissait en fait. Donc, votre but, ça doit être de faire votre métier au mieux ou de vous épanouir au mieux dans votre métier. Et si c'est un métier artistique, si tu veux être comédienne, eh bien sois la meilleure comédienne, expérimente plein de jeux de comédie différents, mais si dans ton filtre de choix de choses que tu veux faire ou pas, c'est la notoriété qui est moteur et donc qui est l'horizon, l'objectif, il est quasiment certain que tu ne vas pas l'atteindre parce qu'en fait, il va te faire prendre les mauvaises décisions à ce moment-là. Parce qu'on sait aussi souvent que la vie est faite de hasard, parce que tu as accepté un projet qui était hyper motivant et du coup, tu l'as hyper bien défendu et à un moment donné, une personne était là pour le voir et elle a adoré ça. Ça, c'est pour le métier de comédienne. Mais l'autre question des « je veux être connu mais j'ai zéro talent », tu sais quoi, fais des vidéos comme Rémi Gaillard, en faisant n'importe quoi, qu'on peut devenir n'importe qui. Mais c'est vraiment ça en fait, vouloir être connu de base, qu'est-ce que tu penses que ça t'apporterait? Du travail? Non. Des gens qui t'aiment? Pas sûr, parce que être connu c'est pas forcément des gens qui t'aiment. De l'épanouissement personnel? Passer la première semaine où les gens vont t'arrêter de faire des photos, je pense que tu vas t'en lasser. Demande à des gens qui sont très très connus s'ils apprécient ça continuellement. Ça fait partie du métier, mais c'est pas forcément très très cool d'être reconnu partout en permanence, je pense. Juste la notion de connu, c'est pas un métier, c'est pas un truc qui apporte de l'amour, c'est pas un truc d'expérience épanouissant. Donc en fait, c'est juste connu, être connu, c'est une résultante.
Et moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire de la scène avec mon spectacle, j'ai pas voulu être connu. J'ai souhaité que mon travail soit reconnu. Et tu vois toute la différence, c'est pas moi connu, moi on me reconnaît dans la rue, c'est mon travail qui est reconnu comme quelque chose de qualitatif. Ça a toujours été ça mon but, que ce soit pour mes vidéos, pour mes spectacles et pour mes livres. Et je pense que c'est un objectif plus sain, pas plus simple, plus sain à essayer d'atteindre. Et d'ailleurs, si tu ne l'atteins pas, c'est pas très grave, parce que si tu ne l'atteins pas, tu l'atteindras toujours. C'est qu'une question de proportion, mais tu seras toujours fier de ce que tu as fait et tu auras toujours été heureux de le faire. Question numéro 7, Loïc. Où peut-on te voir en spectacle? Je ne m'attendais pas à ça. Même ce labial, c'était improvisé. Alors, je vais prouver que c'est vrai, c'est Maudelou qui a posé la question, parce que l'anonymat, ça va. Vous pouvez me voir en spectacle en tournée dans toute la France. Il reste 36 représentations entre le moment où vous voyez la vidéo et juin 2020. Dans toute la France, il reste aussi 2 dates en Belgique, à Liège et à Bruxelles. La Suisse, c'est déjà fait. Nouméa, c'est déjà fait. Tahiti, c'est déjà fait. Ouais, ou non, ben voilà. Après, il reste toute la France. N'hésitez pas à venir me voir. Là, par exemple, au mois de décembre, il reste encore la ville de Hyères. Mulhouse, ça vient juste de passer. Il reste Paris. Et après, ça rattaque du nord au sud, de l'ouest puis à l'est, parce que l'est aussi, c'est déjà fait. Quand vous voyez des secteurs où il n'y a plus de date, c'est que je suis déjà passé sur cette saison. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Excuse-moi, Loïc. Juste avant d'enchaîner sur la 8e question, j'ai quelque chose qui vibre sur moi. Tu sais pas trop ce que c'est? Je t'explique. Loïc, je prends quelques secondes avec Loïc, vous pouvez jouer avec lui. Quelle est la lettre qui se forme entre mes doigts là? Entre mes deux mains, tu vois la lettre au milieu. Un A. Ceci est quoi? Un bonnet. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Vous. Vous, c'est ça. A. Bonnet. Vous. Exactement, Loïc. Et regarde, en plus se cacher à l'intérieur de ce magnifique bonnet, le petit bouton pour s'abonner. Prenez quelques secondes pour vous abonner ou activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Voilà. Voilà, vous pouvez liker la vidéo si ce concept-là vous plaît. Je ne suis pas sûr d'en refaire un épisode 2, mais s'il vous plaît, eh ben, il faut me le dire et on verra si on en fait un deuxième. C'est bon, Loïc? Je le range dans le bonnet, comme ceci. Et là, en plus dans le bonnet, il y avait également ça. Et Instagram. Tu sais, j'allais dire, je découvrirai au montage ce que tu as mis dans ma main, mais évidemment qu'il met toujours sur Instagram. Question numéro 8. Comment faire pour gagner de l'argent à 15 ans? C'est pas si évident, parce que moi j'ai dû le faire en fait pour avoir un petit peu de thunes et tout. Tu peux travailler légalement, tu vois, moi par exemple je travaillais dans les champs l'été, etc. Puis alors là c'est super parce qu'il y avait un abattement de 20% pour le même travail fourni que les autres, mais bon aussi c'est normal. Et puis après tu peux trouver des petits jobs pour dépanner en fait le voisinage, c'est-à-dire que si tu habites dans un village où il y a des maisons, tu peux proposer d'aller chercher le pain, sortir les chiens, passer la tondeuse chez les gens, faire leurs carreaux, plein de choses comme ça. Tu peux aller soit voir les gens, soit mettre un petit mot dans leur boîte aux lettres, soit mettre un petit mot dans les petits commerces aux alentours. Donc en fait c'est de proposer tes services. Quand tu as 15 ans, tu as du temps et de l'énergie. Et vois comment tu peux mettre ça au service des personnes, pas forcément âgées, mais des personnes âgées, des personnes plus vieilles que toi, etc., qui pourraient te rémunérer en compensation de services rendus. Je crois que c'est le meilleur truc à faire pour gagner un peu de sous quand on a 15 ans. Voilà. Question numéro 9. Je m'ennuie énormément. Est-ce que tu as des astuces pour moins s'ennuyer énormément? Si oui, ça m'intéresse. Énormément, pour le coup, de questions sur l'ennui. Donc, il y avait la majorité des questions, si on prenait les deux thèmes que vous m'avez posés, c'était la motivation et l'ennui. Et je traite beaucoup trop fort sur mes index aujourd'hui. Comment on fait pour pas s'ennuyer? Ça, c'est un peu terrible, c'est un peu le mal du siècle. Et je pense que les nouvelles technologies y sont pour quelque chose. Parce qu'on a eu l'habitude d'employer son temps libre ou son temps de pseudo-ennui à aller naviguer sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour aller voir de l'information qu'on n'est pas vraiment. Et je pense qu'il serait bon de retourner à la base de qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie. Si c'est un cours de bricolage, si c'est de l'escalade, si c'est lire un bouquin, si c'est tel sujet, mais trouvez vraiment quelque chose qui vous intéresse, soit à apprendre, parce qu'en fait on ne s'ennuie jamais quand il y a un domaine qui nous plaît et qu'on apprend. Tu vois, genre j'apprends à faire de la guitare tout seul, j'apprends à dessiner, j'en sais rien, tu vois, n'importe quoi. Et après, là, il y a des ressources, que ce soit dans la vie réelle, donc aller prendre des cours, ou aller voir des concerts, ou aller machin pour de la musique, et puis dans la vie après digitale, c'est-à-dire chercher des infos sur le net, des partitions, évidemment c'est pour la musique, mais voilà, trouvez quelle est votre passion en fait. Je crois vraiment qu'il y a toujours quelque chose qui passionne quelqu'un. J'ai eu des gens dans mon entourage qui me disaient que rien n'est passionné, et à force qu'on creuse et qu'on gratte, on a trouvé des vrais centres d'intérêt très forts pour eux, et ça a transformé leur vie. Donc trouvez quelle est votre passion, et vous ne vous ennuierez jamais.
Mais il n'y a pas de mauvaise passion, il n'y a pas le regard des autres, tu vois. Si ta passion c'est de faire du tuning pour les voitures, fais du tuning pour les voitures et achète des bouquins de tuning, tu vois. Il ne faut pas se laisser avoir par le pseudo regard des autres qui savent toujours mieux que tout le monde. On est toujours le beauf de quelqu'un, donc votre passion elle concerne que vous. Si c'est le tricot alors que tu as 15 ans, bah, c'est le tricot et puis fais du tricot et intéresse-toi au tricot, mais vous laissez pas avoir. Chacun sa passion. Moi je me souviens d'un pote, sa passion quand on était en primaire, c'était de l'accordéon. Et vraiment tout le monde se foutait de sa gueule, tu vois, parce que l'accordéon c'était pas ouf, tu vois. Au collège, ça continuait, tout le monde se foutait de sa gueule alors que lui il continuait l'accordéon et tout. Et puis au lycée, quand tout le monde a monté ses petits groupes de musique un peu modernes, un peu machin, un peu truc, il y avait le groupe Java aussi qui existait, c'était du hip-hop musette et tout. Et ben là, tout le monde voulait un accordéoniste et c'était le mec, il avait trop la hype quoi. Voilà, ne jugez jamais votre passion, faites ce que vous aimez. Question 10. suivante quoi. Ma compagne a le syndrome de l'imposteur au niveau professionnel. Que faire? On est nombreuses et nombreux à avoir le syndrome de l'imposteur. Mais comment on peut faire quand c'est quelqu'un qu'on aime et qui est proche de nous qui a ce sentiment-là? Le syndrome de l'imposteur, c'est avoir le sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être à la bonne place, qu'on est nul, que c'est pas bon ce que je fais, il y a des gens qui font ça vachement mieux que moi, etc. Alors que la personne le fait bien. Ce que tu peux faire pour aider cette personne, et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire une espèce de liste de toutes ces réussites passées. Donc sur la dernière semaine ou le dernier mois ou la dernière année. Et c'est un truc que je conseille aussi à faire personnellement. Moi, je l'ai souvent le syndrome de l'imposteur. Et donc, j'ai vraiment une liste dans mes notes avec tout ce que je fais dans tous les domaines au fur et à mesure depuis des années et des années. Et quand j'ai un doute, je regarde et je me dis « Ah si, j'ai quand même fait tout ça ». Mais on a tendance à bien se souvenir de ces échecs et à négliger les réussites et à les minimiser parce qu'on a toujours une explication. Tu sais, ouais, non, mais oui, ok, ça a bien marché, mais parce que si et ça, il y avait machin qui m'a aidé, et puis c'était la bonne période et tout. Donc, on a des excuses pour ça. Et souvent, quand on a un échec, par contre, ou que ça n'a pas aussi bien marché qu'on voulait, eh ben, on n'a pas d'excuses, on s'en trouve pas. Alors qu'il y en a aussi, quoi. Donc, il faut inverser cette tendance. Je dis pas de trouver des excuses pour tout, mais noter, en tout cas, les réussites de la personne et pouvoir en discuter avec elle, de dire, ouais, bah, regarde, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, et que ce soit posé noir sur blanc et qu'elle puisse s'y référer pour changer un petit peu son état d'esprit. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez un like à cette vidéo. Si vous n'avez pas regardé la vidéo de la semaine dernière, c'est un grand reportage de 50 minutes en entier sur ce qui se passe entre deux vidéos. Je vous le recommande, vous pouvez y accéder en cliquant quelque part autour de moi. Je vous embrasse très fort, à très bientôt, ciao!